Le premier truc que j'ai enregistré, ce n'était pas la douleur, non. C'était plutôt ce bip, bip, bip mécanique, régulier, lancinant, d'une machine qui s'obstinait à prouver que j'étais toujours en vie, même si j'étais pas sûr d'en avoir vraiment envie. Ensuite, l'odeur. Ce mélange âpre d'antiseptique et de café froid, et sous tout ça, le parfum légèrement terrifié de Sophie. J'ai ouvert les yeux. Les lumières fluorescentes, dures comme des lames, m'ont transpercé le crâne. Elle était là, assise au bord de mon lit, son visage pâle, sa main serrant la mienne avec une prise qui ressemblait plus à du désespoir qu'à de l'amour. « Pierre », a-t-elle murmuré, les larmes dévalant ses joues. « Oh mon Dieu, tu es réveillé !» J'ai essayé de retirer ma main, cette maudite image des phares, du dérapage, et lui touchant sa terre devant l'hôtel, quelques minutes à peine avant que mon pick-up ne se retourne, me revenant en pleine figure. Mais mon corps, traître, refusait de bouger. Elle s'est penchée, sa voix tremblante, et a lâché la phrase qui allait faire plus mal que les 3 coups de châtaignier la lampe en miettes. « Pierre, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé que tu aies dû l'apprendre comme ça. » Les bips de la machine continuaient, froids et indifférents. Bip, bip, bip. C'était la seule chose sensée dans un monde qui venait d'être passé au hachoir. Mes paupières pesaient une tonne, comme chargées de plomb. Mais l'odeur m'a forcé à rester éveillé. Ce cocktail d'hôpital inimitable. Alcool à friction, cire pour sol, et cette touche métallique de sang séché. Et en dessous, ce quelque chose de familier. Vanille et café de dîner éventé. Sophie. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir. La lumière était aveuglante. Un flash fluorescent blanc et agressif qui m'a planté un clou dans le crâne. Un gémissement sec et rauque, comme du papier de verre sur de la pierre, s'est échappé de ma gorge. Pierre. La voix était douce, tremblante. J'ai cligné des yeux. Les formes floues se sont transformées en un visage. Sophie était penchée sur moi, ses grands yeux sombres cernés de rouge. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, portant encore son uniforme du café de l'aube, bien qu'il soit froissé maintenant. « Oh mon Dieu, tu es réveillée !» Elle a sangloté, tendant la main pour attraper la mienne. Son contact m'a secoué, mais pas comme avant. Mon cerveau, ralenti par la morphine, a soudain retrouvé sa netteté. Le souvenir m'a frappé avec la violence du semi-remords que j'avais évité de justesse. La pluie sur le pare-brise, les feux arrière d'une BMW argentée, l'auvent de l'hôtel de l'Arc. Sophie en sortant, riant, un homme en costume gris posant une main sur le bas de son dos. Le dos de ma femme, le baiser. J'ai essayé d'arracher ma main de la sienne, mais mon corps a hurlé de protestation. Un feu aigu et brûlant a déchiré mon épaule gauche et mes côtes. J'ai haleté, m'étouffant avec l'air. « Ne bouge pas !» a supplié Sophie, ses mains planant au-dessus de moi, terrifiée. « S'il te plaît, Pierre, ne bouge pas. Tu as 3 côtes oxydes et un tibia fracturé. » Le docteur a dit, « Vous devez rester immobile. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pendant 7 ans, c'était le visage que je voyais au réveil. Je connaissais la courbe de sa mâchoire, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil, la façon dont ses lèvres se pinçaient quand elle était inquiète. J'avais fait des doubles shifts au centre de distribution, chargeant des palettes jusqu'à ce que mon dos se bloque juste pour éloigner cette inquiétude de son visage. « Je t'ai vu », j'ai craché. Ma voix sonnait étrangère, brisée. Sophie s'est figée. Le soulagement dans ses yeux a disparu, remplacé par une horreur froide comme l'aube. Elle n'a pas demandé ce que j'avais vu. Elle savait. Elle a lentement baissé ses mains vers le drap blanc stérile qui couvrait mes jambes. « Pierre, l'hôtel », ai-je chuchoté, la colère montant, mais piégée sous le poids des analgésiques. « L'Arc, je t'ai suivi. » Elle a fermé les yeux, une seule larme traçant son chemin à travers le maquillage qu'elle n'avait pas retiré. Le silence dans la pièce était plus lourd que le plâtre sur ma jambe. J'attendais la dénégation. J'attendais qu'elle me dise que j'étais fou, que c'était un client,
que j'hallucinais à cause de l'accident. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Il n'y a eu aucune dénégation, juste une pitié pathétique, écrasante. « Je sais », a-t-elle dit doucement. Elle a de nouveau tendu la main, brossant un cheveu égaré de mon front, et j'étais trop faible pour l'arrêter. « La police. Ils m'ont dit où ils avaient trouvé ton pick-up, sur la route de retour du centre-ville. » Elle a pris une respiration hésitante. « Pierre, je suis tellement désolé. » « Désolé? » J'ai lâché un rire sifflant, amer, qui s'est transformé en tout. « Désolé de l'avoir faite. » Elle s'est mordue la lèvre, regardant ses mains. Des mains qui ne portaient pas sa bague de mariage. Je l'ai remarquée posée sur la table de chevet, à côté d'un verre d'eau en plastique. « Je suis désolé, » a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible par-dessus le bip régulier du moniteur. « Je suis désolé que tu aies dû le découvrir. Ça ne devait pas se passer comme ça. Tu ne devais pas voir. » Ces mots m'ont frappé plus fort que le volant. Elle n'était pas désolée de la trahison. Elle était désolée que son secret ait été exposé. Elle était désolée que l'illusion soit brisée. J'ai tourné la tête, fixant le mur blanc, sentant les lignes de fracture de ma vie s'étendre plus largement que celles de mes os. J'étais vivant. Mais en regardant ma femme, j'ai réalisé que le Pierre Duval qui avait conduit ce pick-up la nuit dernière était mort sur l'asphalte. « Pars !» ai-je chuchoté. « Pierre, je ne peux pas te laisser seul ici. »« Pars !» Elle est restée là un instant, le silence s'étirant, avant d'attraper son sac à main. Elle n'a pas pris la bague. Elle a marché vers la porte, ses pas lourds, me laissant seul avec la machine qui ne cessait de me rappeler que mon cœur battait toujours, que je le veuille ou non. Une infirmière est arrivée un instant plus tard, joyeuse et inconsciente, vérifiant la perfusion. « Oh bien, vous êtes réveillé. Votre femme est restée ici toute la nuit, la pauvre. Elle vous aime vraiment, n'est-ce pas? » J'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'obscurité me reprendre. La sortie de l'hôpital n'a pas été une libération. C'était un simple transfert de tutelle. On m'a poussé jusqu'au trottoir un jeudi matin, sous une pluie fine. L'air sentait le bitume mouillé et les gaz d'échappement, un contraste saisissant avec le purgatoire aseptisé où j'avais vécu toute la semaine. Ma jambe était prise dans un lourd plâtre, de la cuisse aux pieds. Mes côtes donnaient l'impression d'être maintenues par du ruban adhésif et une prière. Chaque bosse du fauteuil roulant envoyait une décharge brûlante le long de ma colonne vertébrale. Sophie m'attendait avec une voiture de location, une petite berline qui semblait trop propre, trop stérile. Mon pick-up, mon cher Ford F-150 avec son pare-choc cabossé et son moteur que je connaissais par cœur, avait disparu. Il était sûrement dans une caisse quelque part, écrasé en un cube de métal, un peu comme la vie que j'avais bâtie. « Doucement », a murmuré Sophie, tendant la main pour m'aider à me lever. Ses mains planaient autour de ma taille, terrifiées à l'idée d'un contact. J'ai serré les dents, me poussant avec ma bonne jambe et les béquilles que l'hôpital avait fournies. La sueur a aussitôt perlé sur mon front. « J'y arrive !» J'ai claqué, bien que ce ne soit clairement pas le cas. J'ai vacillé et elle m'a instinctivement attrapé le bras pour me stabiliser. Son toucher a brûlé. C'était un réflexe d'attention, une mémoire musculaire de 7 ans de mariage, mais maintenant, cela ressemblait à une marque au fer rouge. Je me suis dégagé, trébuchant sur le siège passager avec un grognement de douleur que je refusais de reconnaître. Le trajet jusqu'à notre appartement s'est fait en silence. Les essuie-glaces battirent un rythme monotone, swish-clack, égrenant les secondes jusqu'à ce que nous soyons de nouveau piégés ensemble. Notre appartement était au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur, dans le quartier des Magnolias. Je n'avais jamais remarqué à quel point les escaliers étaient raides, avant de devoir les monter avec des béquilles et 3 côtes cassées. Ça a pris 20 minutes. 20 minutes de Sophie planant 2 marches derrière moi, les mains tendues, murmurant des encouragements qui me donnaient envie de hurler. « Presque arrivé, Pierre. Encore 2 marches. Tu te débrouilles très bien. » Je ne voulais pas de ces encouragements.
Je voulais qu'elle parte. Je voulais être seul dans ma misère, mais je ne pouvais même pas prendre un verre d'eau sans aide. C'était la blague la plus cruelle de toutes. La femme qui m'avait brisé était la seule qui pouvait me remettre d'aplomb. Quand nous sommes finalement entrés, l'appartement semblait plus petit. Les murs semblaient se rapprocher, m'étouffant. Le salon, avec son vieux canapé beige et la télévision que j'avais achetée au Black Friday, ressemblait à un décor de théâtre pour une pièce déjà terminée. J'ai préparé le lit pour toi, a dit Sophie, refermant la porte et nous enfermant. De nouveaux oreillers et j'ai fait le plein de thés antidouleurs. Je me suis balancé jusqu'à la chambre, m'écroulant sur le matelas. Le soulagement physique a été immédiat, mais le poids psychologique était écrasant. J'ai fixé le ventilateur de plafond, comptant les pales. 4, juste 4 pales tournant en rond, n'allant nulle part. Pierre, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant une bassine d'eau tiède et un ganteau de toilette. Tu n'as pas eu de vraie toilette depuis des jours. Les infirmières ont dit que tu ne pouvais pas encore prendre de douche. Je l'ai regardée. Elle avait changé ses vêtements d'extérieur pour un t-shirt ample et un short, le genre de tenue qu'elle portait les dimanches matins paresseux où nous restions au lit jusqu'à midi. Maintenant, cela ressemblait juste à un costume. Je peux le faire moi-même, j'ai menti. Tu ne peux pas atteindre ton dos. Tu peux à peine t'asseoir. Sa voix était douce, suppliante. Elle ne se battait pas, elle me servait. C'était sa pénitence. Elle s'est assise sur le bord du lit, plongeant le gant dans l'eau. Elle l'a essoré, le bruit de l'eau qui goutte résonnant dans la pièce silencieuse. Puis elle a tendu la main vers l'ourlette de ma chemise. J'ai tressailli. Elle s'est figée, sa main planant à quelques centimètres de ma peau. « Pierre, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. » « Pourquoi? » j'ai demandé, ma voix rauque. « Ça te fait te sentir mieux? Est-ce qu'essuyer mon visage efface la culpabilité? » Elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé les yeux et a doucement soulevé ma chemise. Tandis que le gant chaud et humide touchait ma peau, j'ai fermé les yeux. Ça faisait du bien. C'était le pire. Ses mains étaient douces, efficaces, nettoyant la sueur et la saleté de mon corps avec une tendresse qui semblait complètement sincère. Elle m'a lavé la poitrine, faisant attention autour des contusions sur mes côtes. Elle m'a lavé les bras, ses doigts effleurant les tatouages sur mon avant-bras. Pendant un instant, juste une fraction de seconde, j'ai oublié. Je me suis penché vers elle, j'ai senti son corps, aspirant au réconfort de ma femme. Puis je me suis souvenu de l'hôtel. Je me suis souvenu de la main d'Antoine sur son dos, à l'endroit exact qu'elle l'avait maintenant. J'ai attrapé son poignet, l'arrêtant en plein mouvement. Ma prise était faible, mais suffisante. « Arrête !» ai-je chuchoté. « J'ai presque fini », a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Arrête de me toucher comme si tu m'aimais », j'ai dit, la regardant droit dans les yeux humides. « Fais juste ton travail. Ne fais pas semblant. » Elle a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Elle a fini le reste en silence, machinalement, comme une infirmière avec un patient difficile. Quand elle a quitté la pièce pour vider l'eau, je suis resté là, dans l'obscurité, propre et brisé, l'entendant pleurer doucement dans la cuisine. J'étais un prisonnier dans ma propre maison et mon geôlier était la femme qui s'était déjà libérée. Le courrier, lui, continuait d'arriver, impitoyable. Pendant la première semaine, Sophie avait intercepté le facteur. Elle l'attendait en bas des marches, son sourire tendu et mécanique collé au visage, et ne ramenait que les choses inoffensives. Un dépliant pour une pizzeria, une facture d'électricité. Elle affirmait avoir déjà géré une carte de rétablissement de ma tante de la Creuse. Mais elle ne pouvait pas cacher le volume de ses lettres indéfiniment. J'étais assis à la petite table de cuisine, mon plâtre posé sur une chaise d'appoint, fixant la pile qu'elle avait laissée avant de partir à la pharmacie. Mes papiers d'invalidité étaient toujours en cours de traitement. Un limbo bureaucratique qui signifiait 0 revenu pendant au moins 3 semaines supplémentaires.
J'ai tendu la main vers celle avec le tampon rouge urgent. Je l'ai déchiré. Le papier à l'intérieur était fin, mais le chiffre en bas était suffisamment lourd pour couler un navire. Le transport en ambulance à lui seul était de 200 €. Les frais d'urgence, les radiographies, l'opération pour ressouder ma jambe. Le total était un nombre qui m'a coupé le souffle. 14 000 € après l'assurance, et notre franchise était de 5 000. On n'avait pas 5 000 €. On n'avait même pas 500. J'ai ouvert la suivante. Le relevé de carte de crédit, j'ai scanné les débits précédant l'accident. Essence, course, un achat dans une boutique chic du centre-ville, à la par Dieu, 200 €. Mon estomac s'est noué. Lingerie. Elle avait acheté de la lingerie 2 jours avant que je la suive à l'hôtel de l'Arc. J'ai regardé mon survêtement taché et le T-shirt bon marché étiré sur mes côtes. Elle n'avait pas acheté ça pour moi. J'ai repoussé les papiers, une nausée montant à ma gorge. J'ai saisi mon téléphone et me suis connecté à notre compte courant joint. Je devais voir l'étendue des dégâts. Je devais voir le solde zéro, affronter la ruine. J'ai tapé le mot de paix et l'écran s'est chargé. Soldé, dessus 450 €. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas normal. On vivait de paye en paye. Avant l'accident, on avait peut-être 300 € d'économie. J'ai vérifié l'historique des transactions. Dépôt, 3 000 €. Dépôt en espèces via DEAB, date hier. La pièce est devenue très froide d'un coup. La porte d'entrée s'est déverrouillée et Sophie est arrivée, 2 grands sacs de course dans les bras. Elle semblait essoufflée, mais déterminée, fermant la porte d'un coup de talon. « J'ai tes médicaments », a-t-elle dit, sans me regarder, se dirigeant directement vers le comptoir. « Et j'ai pris des steaks. Je me suis dit que ce soir, on pourrait faire un bon dîner. Tu as besoin de protéines pour tes os. Des steaks. On n'avait pas acheté de steak depuis 6 mois. D'où vient cet argent, Sophie? » Elle s'est figée, une brique de lait à mi-chemin du frigo. Le silence qui a suivi était épais, suffocant. Elle a lentement posé le lait et s'est tournée vers moi. « Quoi? » « Le compte en banque, j'ai dit, ma voix basse et dangereuse. Il y a 3 000 € dessus et tu achètes des steaks. Mon indemnité maladie n'est pas arrivée. Mes arrêts maladie ne sont pas payés. Alors, d'où vient l'argent? » Elle s'est essuyé les mains sur son jean, évitant mes yeux. J'ai demandé à ma mère. Menteuse. Le mot a claqué comme un fouet. Ta mère vit de sa petite retraite dans un F2 à Vénissieux. Elle n'a pas 3 000 €. Sophie a regardé le sol. Elle avait l'air petite, acculée. J'ai fait des heures supplémentaires. Tu n'es pas allée travailler depuis 1 semaine, Sophie. Tu as été là, à jouer l'infirmière. J'ai claqué le relevé bancaire sur la table. Dis-moi la vérité. Elle a pris une profonde inspiration, ses épaules tremblantes. Je l'ai emprunté. À qui? Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. La réponse était dans l'odeur coûteuse de la lotion qu'elle portait, dans le souvenir de la BMW argentée, dans le costume ajusté de l'homme qui avait posé sa main sur son dos. « Ramène-le », j'ai dit. « Pierre, le loyer est dû dans 2 jours. La facture d'électricité est en retard. On a besoin... » J'ai dit « Ramène-le ». J'ai rugi, me redressant. La douleur dans mes côtes était aveuglante. Un couteau blanc et ardent se tordait dans ma poitrine, mais la honte était pire. « Je ne peux pas », a-t-elle crié, les larmes débordant enfin. Il a insisté. Il est au courant de l'accident. Il voulait aider. Aider. J'ai ri, un son rauque et déchiré. Il n'aide pas, Sophie. Il me paie. Il paye pour les dégâts qu'il a causés. C'est ce que je suis maintenant. Une œuvre de charité pour ton petit ami. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle sangloté. Je voulais juste qu'on ne perde pas l'appartement. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je ne m'inquiète pas, j'ai dit, me laissant retomber dans la chaise épuisée. La rage m'avait quitté, ne laissant qu'un vide creux et douloureux.
je meurs. Chaque fois que je regarde cet appartement, chaque fois que je mange la nourriture dans ce frigo, je mange ses miettes. Elle est restée là, pleurant en silence, entourée des courses qu'elle avait achetées avec l'argent d'un autre homme. « Fais cuire le steak !» j'ai murmuré, fermant les yeux. « Pierre, je veux le manger !» j'ai dit, tournant la tête. J'ai faim et apparemment, je ne peux pas me permettre d'être fier. J'ai écouté le grésillement de la viande dans la poêle, l'odeur remplissant le petit appartement. Ça sentait le riche, ça sentait le succès, ça sentait l'homme qui nous gardait un toit au-dessus de la tête pendant que je gisais brisé dans son ombre. Le steak s'est posé dans mon estomac comme une pierre, un rappel lourd, indigeste de mon échec. 2 jours s'étaient écoulés depuis la révélation du compte en banque. Le silence dans l'appartement était passé de gênant à suffocant. Sophie se déplaçait comme un fantôme, anticipant mes besoins avant même que je ne les exprime, sa culpabilité se manifestant par une domesticité agressive. Mais j'en avais marre d'être le patient. C'était mardi matin. Sophie était descendue à la buanderie au sous-sol. J'avais peut-être 20 minutes. J'ai fixé le calendrier au mur. 4 semaines. C'était la date limite que Julien m'avait donnée avant que mon travail, ma seule bouée de sauvetage vers la dignité, ne soit attribuée à quelqu'un d'autre. J'ai regardé mon plâtre. Le docteur avait dit, sans appui, pendant encore 2 semaines. Le docteur n'avait pas de prêt immobilier à payer ni de femme qui empruntait de l'argent à son amant. J'ai attrapé mes béquilles et je me suis hissé. La douleur dans mes côtes était maintenant un rugissement sourd, gérable si je ne respirais pas trop profondément. Je me suis dirigé vers la salle de bain, le linoléum froid sous mon bon pied. Je ne voulais plus d'une autre toilette à l'éponge. Je ne voulais pas que Sophie me nettoie comme un invalide gériatrique. Je voulais une douche, je voulais me tenir sous l'eau chaude et laver l'odeur d'impuissance de ma peau. J'ai verrouillé la porte. C'était une serrure fragile, qu'on pouvait ouvrir avec un ongle, mais cela ressemblait à une déclaration d'indépendance. J'ai retiré ma chemise, grimaçant en levant les bras. Faire passer le survêtement sur le plâtre était une danse humiliante d'équilibre et de jurons, mais j'y suis arrivé. J'étais nu, frissonnant légèrement dans l'air frais, me tenant au lavabo pour me soutenir. J'ai ouvert la douche. La vapeur a commencé à remplir la petite pièce, embuant le miroir où j'ai aperçu un reflet de moi-même, contusionné, pâle, les côtes apparentes. Une pathétique excuse de mari. « Tu peux le faire », j'ai murmuré. J'ai lâché le lavabo et j'ai atteint le bord de la baignoire. Je me suis équilibré sur ma bonne jambe, soulevant le lourd plâtre pour franchir le rebord en porcelaine. J'ai mal calculé. La vapeur avait rendu le sol glissant. Mon bon pied a glissé d'un petit centimètre. La panique a éclaté, chaude et brillante. J'ai gesticulé, m'accrochant aux porte-serviettes, mais il n'était pas ancré dans un montant. Il s'est arraché du mur avec un craquement écœurant de placo. Je suis tombé lourdement. Ma mauvaise jambe a heurté le bord de la baignoire. Un éclair d'agonie, blanc et aveuglant, a jailli de ma cheville jusqu'à mon crâne. J'ai poussé un cri d'animal, brut, que je n'ai pas pu retenir. Je me suis retrouvé en tas sur le tapis de bain, le souffle coupé. L'eau de la douche continuait de couler, indifférente à ma chute. « Pierre !» J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Des pas ont résonné dans le couloir. La poignée de la porte de la salle de bain a tremblé violemment. « Pierre, ouvre la porte !» Je ne pouvais pas parler. J'étais recroquevillé sur le tapis de bain, haletant, serrant ma jambe. La douleur était si intense que je pensais vomir. « Pierre !» La serrure a cliqué. Elle avait dû utiliser une pièce ou un tournevis et la porte s'est ouverte en grand. Sophie s'est précipitée, son visage vidé de sang. Elle m'a vu, nu, brisé, entouré de poussière de placo et de vapeur. « Oh mon Dieu !» a-t-elle crié, tombant à genoux à côté de moi.
L'eau de la douche a jailli sur elle, trempant instantanément sa chemise. Ne, j'ai sifflé, essayant de la repousser. Ne me regarde pas. Tais-toi, a-t-elle sangloté, ses mains planant au-dessus de ma jambe, terrifiée à l'idée de la toucher. Où as-tu mal? Tu l'as encore cassé? Je vais bien, j'ai menti, des larmes de douleur s'échappant de mes yeux. Aide-moi à me relever. Aïe. Elle a passé ses bras sous mes aisselles. Elle était menue, mais l'adrénaline lui a donné de la force. Elle a tiré et j'ai gémi, utilisant chaque once de ma volonté pour faire passer ma bonne jambe sous moi. Nous avons trébuché, glissant sur le sol mouillé, et elle m'a plaqué contre le mur pour nous maintenir debout. Nous sommes restés là, haletants. J'étais nu, mouillé et frissonnant. Elle était trempée, ses cheveux collés à son visage, sa poitrine se soulevant contre la mienne. Pendant un instant, la douleur s'est estompée à l'arrière-plan. Je l'ai regardée. Ses mains agrippaient mes épaules nues, ses yeux grands et sombres, cherchant sur mon visage des signes de choc. « Espèce d'idiot », a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. « Espèce d'idiot entêté. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? » Parce que je détestais avoir besoin de toi. Parce qu'à chaque fois que tu m'aides, j'ai l'impression qu'il paye pour ça. Mais je ne l'ai pas dit. La vapeur nous enveloppait dans un monde blanc privé. L'odeur de sa vanille et de la pluie a rempli mes narines. Mon corps, traître et confus, a réagi à la proximité. Je me suis souvenu de la courbe de sa taille. Je me suis souvenu comment sa tête s'encastrait sous mon menton. Elle l'a senti aussi. Sa prise sur mes épaules s'est adoucie. Son regard est tombé sur mes lèvres, puis est revenu à mes yeux. La colère était toujours là, un mur de verre entre nous, mais pendant une fraction de seconde, j'ai eu envie de le briser. J'ai eu envie de l'embrasser si fort que ça effacerait les 2 dernières semaines. Elle s'est penchée d'un petit centimètre. Je me suis figé. Mon cœur battait contre mes côtes contusionnées. Puis l'image de l'hôtel m'a traversé l'esprit. La BMW, le costume, la main sur son dos. Je l'ai repoussé. Pas brutalement, mais suffisamment pour briser le circuit. « Donne-moi une serviette », j'ai dit, ma voix froide et morte. Sophie a trébuché en arrière, se rattrapant au lavabo. Le moment s'est brisé. La tendresse s'est évaporée, ne laissant que la réalité humide et froide de la salle de bain. « D'accord », a-t-elle chuchoté, se détournant, ses épaules affaissées. Une serviette. Elle en a attrapé une sur le porte-serviette et me l'a tendue, refusant de croiser mon regard. Tandis que je l'enroulais autour de ma taille, cachant ma honte, j'ai réalisé que la jambe n'était pas la seule chose brisée au-delà de toute réparation. C'était le membre fantôme de notre mariage. Je pouvais encore le sentir. Je pouvais encore en souffrir. Mais quand j'ai tendu la main pour le toucher, il n'y avait rien que de l'air. Le coup à la porte. Oh, ce bruit, vous savez, c'est comme ça qu'une vie s'écroule, pas avec un bang, mais avec un simple coup de poing sec. C'était un bruit sec, professionnel, autoritaire. Je pouvais sentir la terreur froide s'installer en moi. Je ne me souviens plus exactement quel jour c'était. Peut-être un mercredi. Oui, un mercredi après-midi. Les jours se mélangeaient tous dans mon esprit engourdi par la douleur et les médicaments. J'étais sur le canapé, soulageant mes côtes avec une poche de glace, pendant que Sophie pliait le linge sur la table de la cuisine. Elle s'est figée au son, ses yeux jetant un regard rapide vers moi avant qu'elle n'aille l'ouvrir. Livraison pour Monsieur Duval. Une voix ennuyée a annoncé. J'ai froncé les sourcils. On n'avait rien commandé. On ne pouvait pas se permettre de commander quoi que ce soit. Sophie a signé et a refermé la porte, se retournant avec une énorme monstruosité enveloppée de cellophane dans les bras. C'était un panier cadeau, et pas n'importe quel panier. C'était le genre qu'on voyait dans les salles de réunion des entreprises ou les suites d'hôtels 5 étoiles. Des pyramides imposantes de poires importées, des boîtes de truffes belges, une bouteille de vin rouge foncé avec une étiquette qui coûtait probablement plus cher que mon budget course hebdomadaire, le tout noué avec un épais ruban de satin doré.
Il avait l'air étranger dans notre salon sombre et décrépit. C'était un diamant posé dans une poubelle. Qui a envoyé ça? J'ai demandé, me redressant, ignorant la protestation de mon tibia fracturé. Sophie a regardé la carte attachée, son visage se vidant de toute couleur. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle essayait de glisser la petite enveloppe dans sa poche. Juste le café, a-t-elle bégayé, forçant un sourire éclatant et fragile. Les filles, elles ont mis leurs pourboires ensemble. C'est pas mignon? Les filles, j'ai répété. Les filles qui se plaignent de diviser une note de 10 € ont acheté un panier cadeau à 200 €. Elles tiennent beaucoup à toi. Puis, amène-le ici, Sophie. C'est juste des fruits. Mène-le ici. Elle a hésité, serrant le panier contre sa poitrine comme un bouclier, mais elle s'est approchée, le posant sur la table Boston avec le soin de quelqu'un qui manipule une bombe. J'ai tendu la main et j'ai arraché la carte qu'elle avait essayé de cacher. Ce n'était pas du papier cartonné bon marché. C'était du papier lourd, texturé, de couleur crème. J'ai déchiré l'enveloppe. L'écriture était élégante, penchée, masculine, en vous souhaitant un prompt rétablissement. Sans rancune, Antoine. L'air a quitté la pièce. Sans rancune. L'audace était à couper le souffle. Ce n'était pas une offre de paix. C'était un marqueur de territoire. C'était un mouvement de pouvoir enveloppé d'un ruban doré. Il me disait qu'il pouvait briser ma vie, m'envoyer à l'hôpital, puis se racheter avec des fruits et du chocolat. Il me crachait au visage et appelait ça la pluie. Il a envoyé ça à ma maison. J'ai chuchoté, le papier s'écrasant dans mon poing. Sophie n'a rien dit. Elle fixait le sol, les bras croisés sur elle-même. Il a envoyé ça à ma putain de maison. J'ai rugi et la rage a finalement explosé. J'ai balayé mon bras sur la table basse. Le panier a volé. Il s'est écrasé contre le mur du fond avec un fracas assourdissant. La bouteille de vin coûteuse a explosé, projetant un liquide rouge foncé sur le tapis beige et les murs blancs comme une hémorragie. Les poires et les truffes se sont éparpillées sur le sol en un grotesque confetti. Sophie a hurlé, reculant. « Pierre, arrête! C'est ce que je vaux? » J'ai crié, montrant les débris. « Une bouteille de Pinot et du chocolat gourmet. C'est le taux de change pour une femme de nos jours? » Il ne voulait pas dire ça, a pleuré Sophie, les larmes coulant sur son visage. Il a l'habitude de régler les problèmes avec de l'argent. Et qu'a-t-il réglé avec toi, Sophie? La question est restée en suspens, lourde et toxique. L'odeur du vin était enivrante, forte et alcoolique. Je veux savoir, j'ai dit, ma voix tombant à un calme terrifiant. Je veux savoir tout de suite. Pierre, s'il te plaît, pas maintenant. Tu es blessé. Ta tension. Je me fiche de ma tension. Je me soucie du fait qu'il y a un étranger au sein de mon mariage. J'ai claqué ma main sur la coudoir. Combien de temps? Elle a sangloté, secouant la tête. Combien de temps, Sophie? 6 mois, a-t-elle murmuré. 6 mois. Une demi-année. Pendant que je faisais des doubles shifts, pendant que je rentrais à la maison avec un dos douloureux et des mains calleuses, elle était avec lui. Où? Des hôtels, a-t-elle craché. Parfois sa voiture. Une fois dans son appartement du centre-ville. Son appartement, j'ai répété, fermant les yeux. Je pouvais l'imaginer. Au plafond, vue sur la Saône, des draps propres qui ne sentaient pas la poussière d'entrepôt. L'aimais-tu? Elle est restée silencieuse. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardée. Elle ne le niait pas. Elle ne hurlait pas. Non, elle pleurait, mais elle ne le niait pas. L'aimais-tu? J'ai demandé de nouveau, ma voix se brisant. Ce n'était pas une question d'amour, Pierre, a-t-elle dit, me regardant avec des yeux pleins d'une terrible, désespérée honnêteté. C'était de ne pas avoir l'impression de me noyer. Je l'ai fixé,
le vin dégoulinant sur le mur derrière elle comme une lente blessure en mouvement. Assieds-toi, j'ai dit, commence depuis le début et n'ose pas oublier un seul détail. À ce moment-là, je me souviens m'être dit, mais c'est quoi cette merde? Je veux dire, Antoine Leclerc, le grand patron du luxe, qui se permet d'envoyer un panier de réconciliation après d'avoir bousillé ma vie et mon mariage. C'était d'une arrogance à vomir, non? Comme si tout s'achetait, même la conscience. Dans mon quartier à Vénissieux, on aurait appelé ça une provocation pure et simple. Et j'étais là, la jambe dans le plâtre, le dos en compote, et ma femme, ma Sophie, qui me racontait ses 6 mois d'évasion comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je me sentais pris au piège d'un mauvais film, mais sans la musique dramatique. Juste le silence écrasant de notre appartement et l'odeur du vin répandu. C'était se demander si j'étais devenu fou ou si le monde autour de moi l'était devenu. On pense que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres, non? Aux personnages de romans ou aux nouvelles du soir. Mais non, c'était ma vie, là, étalée, aussi bancale et douloureuse que ma jambe. Et au fond, je me demandais juste, est-ce que je le méritais au final? Est-ce que ma pauvreté, mon travail ingrat, m'avaient condamné à cette humiliation? C'est ce genre de pensées qui te tordent le ventre, qui te font douter de tout, même de la couleur du ciel. L'odeur du vin répandu était écœurante, une pourriture sucrée qui emplissait la petite pièce. Il s'était infiltré dans le tapis beige, une tache sombre et étalée que je savais ne jamais disparaître complètement. Nous étions assis dans les décombres du panier cadeau, moi sur le fauteuil inclinable, serrant mes genoux, et Sophie sur le bord du canapé, ses mains jointes si fort que ses phalanges étaient blanches. « Pourquoi ?» j'ai demandé à nouveau. Le mot pesait lourd, comme une pierre dans ma bouche. Est-ce que je n'étais pas suffisant? Est-ce que le sexe était si mauvais? Ou tu t'es juste lassé de rentrer chez un type qui sent le diesel? Sophie a levé les yeux, ses cernes rouges mais étonnamment secs maintenant. L'hystérie était passée, remplacée par un calme creux et terrifiant. Elle a pris une inspiration, et quand elle a parlé, sa voix n'a pas tremblé. Ce n'était pas à propos de thé et Pierre, et ce n'était pas à propos du sexe. Alors quoi? J'ai claqué. Ne me dis pas qu'il t'écoutait, ne me sors pas ce cliché. Il ne m'écoutait pas, a-t-elle dit doucement. Il n'avait pas besoin. Il a juste... il a fait que le monde arrête d'être si lourd. Elle a baissé les yeux sur la tache de vin. Tu te souviens l'hiver dernier, quand le chauffage de la voiture est tombé en panne et qu'on n'a pas pu le réparer pendant 3 mois? Tu allais travailler en parka et moi je prenais le bus parce qu'on économisait chaque centime pour la facture d'électricité. Tu te souviens comment chaque conversation qu'on avait était une question de chiffres? Combien pour les courses? Combien pour le loyer? Combien pour l'essence? Je me suis raidi. J'ai fait de mon mieux, Sophie. Je travaillais 60 heures par semaine. Je sais que tu l'as fait, a-t-elle dit. Et il n'y avait aucune accusation dans son ton, ce qui, d'une certaine manière, rendait ça pire. Tu t'es épuisé à la tâche, mais c'est ça, Pierre. On se noyait. Chaque jour, c'était comme retenir mon souffle. Elle a fait une pause, son regard dérivant vers la fenêtre, vers le ciel gris de Lyon. Antoine, la première fois qu'il m'a parlé au café, il n'a pas regardé mon uniforme. Il n'a pas regardé les taches de café. Il m'a demandé ce que je pensais de l'or dans la galerie en face. Il m'a traité comme une personne qui avait des pensées, pas juste des factures. Alors, il t'a acheté, j'ai dit amèrement. Non, elle a secoué la tête. Il m'a montré une porte. La première fois que je suis monté dans sa voiture, c'était si silencieux, le cuir était doux, la musique était basse, et pendant 1 heure, je n'étais pas Sophie. La serveuse avec la carte de crédit plafonnée, j'étais juste une femme. On est allé déjeuner et il n'a pas regardé les prix sur le menu. Il a juste commandé. Elle m'a regardé à nouveau, ses yeux implorant une compréhension que je ne pouvais pas donner.
C'était comme une drogue, Pierre. Pas lui, la vie, la sensation de ne pas avoir peur. Quand j'étais avec lui, je n'avais pas à m'inquiéter si ma carte serait refusée. Je n'avais pas à m'inquiéter pour le loyer. Je pouvais respirer. J'ai senti un engourdissement froid se répandre dans ma poitrine, transformant la colère en quelque chose de fragile. Si elle m'avait dit qu'elle l'aimait, j'aurais pu la haïr. Si elle m'avait dit que le sexe était incroyable, j'aurais pu la traiter de salope. Mais ça, elle me disait qu'elle m'avait trompé parce que j'étais pauvre. Elle m'avait trompé parce que mon meilleur n'était pas assez bon pour lui acheter la tranquillité d'esprit. Alors tu as couché avec lui pour goûter à la belle vie? J'ai chuchoté. Tu as prostitué notre mariage pour une voiture silencieuse et un menu sans prix. Sophie a tressailli comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, un son rauque et déchiré. Tu penses que c'est juste? Tu penses que c'est juste que je me casse le dos dans un entrepôt pendant que tu joues à la princesse avec un type qui gagne probablement plus en un pourboire que moi en une semaine? Je voulais me sentir importante, a-t-elle crié, sa voix se brisant. Je voulais avoir l'impression de ne pas juste survivre. Est-ce un crime, Pierre, de vouloir se sentir spécial? Juste une fois. Tu étais spécial pour moi, j'ai dit, ma voix à peine audible. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sophie m'a regardé et j'ai vu la réalisation la frapper. J'ai vu la culpabilité s'abattre, plus lourde qu'auparavant. Je sais, a-t-elle murmuré, les larmes débordant à nouveau. Je sais que je l'étais et je me déteste pour ça parce qu'à chaque fois que je rentrais à la maison, à chaque fois que je te voyais dormir sur le canapé dans tes vêtements de travail, j'avais l'impression de mourir, mais je ne pouvais pas arrêter. J'avais besoin de m'échapper. Elle a tendu la main, planant au-dessus de l'espace entre nous, mais elle n'a pas osé me toucher. Je n'ai pas arrêté de t'aimer, Pierre. J'ai arrêté d'aimer notre vie. J'ai regardé la bouteille brisée sur le sol, le vin coûteux s'infiltrant dans le tapis bon marché de notre appartement loué. C'était de la métaphore parfaite. Nous étions souillés. Peu importe à quel point nous frotterions, la marque de ce que nous ne pouvions pas nous permettre serait toujours là. Sors, j'ai dit, fermant les yeux. Pierre, Va dans la chambre, ferme la porte. Je ne veux pas te voir. Je l'ai entendu se lever. J'ai entendu ses pas doux s'éloigner dans le couloir. J'ai entendu le clic de la porte de la chambre. Et puis j'étais seul dans le salon, entouré de l'odeur de la richesse et de la pourriture. Réalisant que l'homme que je combattais n'était pas Antoine Leclerc, c'était le poids écrasant du monde lui-même. Et j'avais déjà perdu. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Entre la douleur lancinante dans mon tibia et la boucle de la confession de Sophie qui tournait dans ma tête, la nuit semblait interminable. Il était 3 heures du matin. L'appartement était silencieux, à l'exception du léger ronronnement du réfrigérateur et de la respiration rythmique de ma femme, mon étrangère, endormie sur le canapé. Elle avait insisté pour que je prenne le lit, mais je ne supportais pas l'odeur de son shampoing sur l'oreiller. Alors j'avais pris le fauteuil inclinable dans le salon. Elle s'était finalement effondrée sur le canapé, épuisée d'avoir pleuré. Son téléphone était posé sur la table basse, branché à un chargeur. L'écran s'est brièvement allumé avec une notification, un email indésirable ou une alerte de nouvelles, projetant une lueur bleue fantomatique à travers la pièce. Je l'ai fixé. Pendant des jours, j'avais voulu le briser. Maintenant, je voulais juste connaître le reste de l'histoire. Elle m'avait donné le pourquoi, mais le quoi était toujours un flou de douleur et de pluie. J'ai tendu ma main, tremblant légèrement, et j'ai débranché le câble. Le téléphone pesait lourd dans ma main, comme une grenade dont la goupille avait été retirée. Je connaissais le code. C'était 1014, notre anniversaire. L'ironie avait un goût de cuivre dans ma bouche. J'ai tapé les chiffres. L'écran s'est déverrouillé. Mon pouce a plané au-dessus de l'icône verte des messages. J'ai hésité.
Vouliez-vous vraiment voir l'intimité? Vouliez-vous lire les mots qu'elle utilisait avec lui? Vouliez-vous voir les horodatage de quand elle lui envoyait des messages alors que j'étais assis à côté d'elle, à regarder la télévision? Je l'ai ouvert. Le nom en haut n'était pas Antoine. C'était enregistré comme Jake Kefu. Astucieux, une dénégation plausible. Je n'ai pas fait défiler jusqu'au début. Je ne voulais pas avoir la cour. J'ai fait défiler jusqu'à la date de l'accident. Mardi 14. Mon souffle s'est coupé. Il y avait une douzaine de messages de cet après-midi-là. 15h15. J'ai la réunion terminée en retard. Tu peux être à l'arc vers 18h30? Sophie, j'ai besoin de te parler. Pas au téléphone. 15h22. Ça a l'air sérieux. Dîner. Alors je réserverai la table du coin. 15h25. Sophie, pas de dîner. Juste rejoindre-moi au Valais. Je ne peux pas rester longtemps. Pierre sera à la maison. J'ai senti une pointe de nausée. Pierre sera à la maison. J'étais juste un obstacle, un changement d'horaire. J'ai fait défiler jusqu'au message envoyé juste avant que je ne la voie. 17h45. Sophie, je suis dans le taxi, je ramène la clé. 17h46. La clé? De quoi tu parles? Garde-la. Tu pourrais avoir besoin d'une échappatoire. Et puis le dernier message, envoyé à 18h42, exactement 18 minutes avant que mon pick-up ne passe par-dessus le garde-corps. 18h42, Sophie, je n'en peux plus, Antoine. C'est fini. C'est un homme bon et il se tue pour moi. Je ne peux plus le regarder et mentir. Je te donne la clé et je rentre chez lui. S'il te plaît, ne rende pas ça plus difficile. J'ai fixé l'écran, les bulles de texte blanc brûlant mes rétines. Je rentre chez lui. Le monde a basculé sur son axe. J'ai fermé les yeux, essayant de reconstruire la scène à l'hôtel. J'avais vu Antoine poser sa main sur son dos. Je l'avais vu se pencher. De mon point de vue, de l'autre côté de la rue, à travers la pluie et la rage, cela ressemblait à de l'intimité. Mais maintenant, était-ce un adieu? La main sur son dos était-elle un essai de la retenir? Son inclinaison n'était-elle qu'elle lui tendant la clé de l'appartement que je ne pouvais pas me permettre? Un poids terrible et suffocant s'est installé dans ma poitrine. Elle n'était pas allée là-bas pour me tromper cette nuit-là. Elle était allée là-bas pour me choisir. Elle était allée y mettre fin pour revenir à la vie que nous avions, au mari qui sentait le diesel et la pauvreté. Et parce que je ne lui ai pas fait confiance, parce que je l'ai suivi, j'ai tout détruit. Si j'étais juste rentré à la maison, si j'avais juste attendu, serait d'entrer par la porte à 19h30, elle aurait pu préparer le dîner. Elle aurait pu enfouir le secret profondément et nous aurions continué. J'aurais toujours mon pick-up. J'aurais toujours mes jambes. J'aurais toujours mon ignorance. Mais la vérité était une épée à double tranchant. Elle m'avait choisi, oui, mais elle ne m'avait choisi qu'après 6 mois de l'avoir choisi, lui. Elle m'avait choisi par culpabilité, pas par désir. C'est un homme bon. C'est ce que tu dis d'un chien qui ne mord pas d'un mari que tu désires. J'ai regardé Sophie endormie sur le canapé. Son visage était gonflé, ses mains recroquevillées sous son menton. Elle avait l'air innocente, mais elle ne l'était pas. Elle avait essayé de réparer les choses. Elle avait essayé d'arrêter le train avant qu'il ne déraille. Mais c'était elle qui l'avait mis sur la mauvaise voie en premier lieu. J'ai replacé le téléphone sur la table, l'écran s'est éteint. Le message « Je rentre chez lui » a résonné dans le silence. Elle avait essayé de rentrer à la maison, mais la maison à laquelle elle revenait n'existait plus. Je l'avais détruite sur l'autoroute et elle l'avait détruite dans une chambre d'hôtel de luxe 6 mois auparavant. Nous étions tous deux des victimes d'une guerre qu'elle avait commencée et que j'avais achevée. Le matin est arrivé avec un soleil cruel et persistant qui n'offrait aucune chaleur. Il n'a fait qu'illuminer les particules de poussière dansante dans l'air et la tache sur le tapis où le vin coûteux s'était répandu. Sophie s'est réveillée sur le canapé, la nuque raide, les yeux gonflés. Elle s'est assise, clignant des yeux à cause de la lumière,
et s'est figée quand elle m'a vu la regarder depuis le fauteuil. Je n'avais pas dormi. J'avais passé les 4 dernières heures à décortiquer chaque mot de ses messages, essayant de faire l'autopsie d'un mariage qui respirait encore. « Pierre, a-t-elle murmuré, sa voix rauque. « J'ai vu ton téléphone, j'ai dit. » La couleur a quitté son visage. Elle l'a attrapé instinctivement, puis s'est arrêtée, sa main suspendue en l'air. « Tu as fouillé mes messages? » J'avais besoin de savoir si je vivais avec une étrangère. J'ai répondu, ma voix calme, dépourvue de la rage de la nuit précédente. J'ai vu les horodatage. J'ai vu ce que tu lui as envoyé juste avant que je ne m'écrase. Elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Alors tu sais que j'y mettais fin. Je revenais vers toi, Pierre. J'ai choisi nous. Tu nous as choisis. Après 6 mois à le choisir, lui, je l'ai corrigé. Mais tu as choisi. Oui, a-t-elle dit, glissant du canapé et s'agenouillant sur le sol à côté de ma chaise. Elle m'a regardé, l'espoir luttant avec la peur dans ses yeux. J'ai réalisé que l'argent, les dîners, rien de tout ça n'importait si je devais te mentir. Je voulais rentrer à la maison. Je l'ai regardée, vraiment regardée. C'était la même femme que j'avais épousée il y a 7 ans. Les mêmes boucles sombres, la même courbe de mâchoire. Et pendant un instant, la partie désespérée, pathétique de moi, la partie qui était terrifiée d'être seule et estropiée dans un appartement froid, a voulu croire que c'était suffisant. « Viens ici », j'ai dit doucement. Elle a hésité, puis s'est penchée, posant sa tête sur mon genou non blessé. J'ai tendu la main et j'ai touché ses cheveux. C'était doux, familier. « Pierre », a-t-elle respiré, fermant les yeux. J'ai déplacé ma main vers sa joue, inclinant son visage. Je l'ai embrassé. Ça a commencé doucement, hésitant, un test. Je voulais voir si je pouvais le ressentir à nouveau. L'étincelle, la connexion, la certitude absolue qu'elle était à moi. Elle a répondu instantanément. Une faim désespérée dans ses mouvements, ses mains agrippant ma chemise, me tirant plus près comme si le contact physique pouvait suturer la blessure entre nous. J'ai approfondi le baiser, mes mains glissant sur ses épaules, le long de son dos. Je cherchais quelque chose. J'essayais de reconquérir un territoire. Je voulais effacer le fantôme des mains d'Antoine. Je voulais surécrire son toucher avec le mien. Mais tandis que ses lèvres s'écartaient et que son souffle s'accélérait, une pensée froide et invasive a percé la chaleur. Faisait-elle ce bruit avec lui? Le tenait-elle comme ça dans la chambre d'hôtel? Pensait-elle à la facture d'électricité quand elle l'embrassait? Ou était-elle juste perdue dans l'instant? L'intimité s'est transformée en cendre dans ma bouche. Ça ne ressemblait pas à faire l'amour. Ça ressemblait à une reconstitution. J'avais l'impression d'être une doublure jouant un rôle qu'un autre acteur avait déjà perfectionné. Sa peau était la même, mais la carte avait changé. Je naviguais dans un paysage qui avait été brûlé. Je me suis retiré, haletant. Sophie s'est arrêtée, les yeux grands et confus, ses lèvres gonflées. « Pierre, qu'est-ce que c'est? Je t'ai fait mal à la jambe? » Je l'ai fixé. Ma poitrine se soulevant, ce n'était pas ma jambe. C'était la soudaine et écrasante réalisation que le pardon, si tant est qu'il soit possible, ne réparerait pas la mécanique de notre union. Les engrenages étaient usés. « Je ne peux pas, » ai-je chuchoté. « On peut y aller doucement, » a-t-elle supplié, cherchant ma main. « On peut réparer ça. Je suis là. Je ne pars pas. C'est ça le problème, » j'ai dit, retirant ma main. « Tu es là, mais tu n'es pas là, et je ne suis pas l'homme vers lequel tu es revenu. » Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es revenu vers le mari dont tu te sentais coupable. J'ai dit, la clarté faisant plus mal que la confusion. Tu es revenu parce que tu avais pitié de moi, parce que j'étais le bonhomme qui se tuait à la tâche. Mais je ne suis plus ce type, Sophie. Ce type ayant sur l'autoroute à Selle. Pierre, ne dis pas ça. C'est vrai, j'ai dit, regardant le plafond,
luttant contre la piqûre des larmes. J'ai essayé de t'embrasser tout à l'heure, et tout ce que j'ai goûté, c'était lui. Tout ce que j'ai senti, c'était le mensonge. Peu importe que tu aies arrêté. Peu importe que tu aies envoyé ce message. Le fait est que tu avais besoin d'une échappatoire à notre vie. Et maintenant notre vie n'est plus que l'épave dans laquelle tu t'es de nouveau glissé. Elle s'est assise sur ses talons, l'espoir mourant dans ses yeux. Elle avait l'air petite, vaincue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? A-t-elle demandé, sa voix tremblante. Je ne sais pas, j'ai dit, fermant les yeux. Mais je sais que je ne peux pas te toucher, pas sans me demander qui tu fais semblant que je suis. Le silence est revenu, plus lourd qu'avant. Nous étions deux étrangers piégés dans une pièce familière, réalisant que le plus dur n'était pas le crash. C'était d'y survivre. Le son de ma nouvelle vie, c'était un tac-tac-tac creux et régulier sur les lattes du plancher. Clic, traîne, passe, clic, traîne, pas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où j'avais essayé d'embrasser Sophie et n'avais goûté que des cendres. Le plâtre avait disparu, remplacé par une grosse botte de marche rigide qui me donnait l'air d'un astronaute échoué sur une planète déserte. J'avais une canne maintenant, une chose élégante en aluminium que le kiné insistait être temporaire, mais mon genou me disait le contraire. L'appartement était silencieux. Sophie faisait des doubles shifts au café de l'Aube, essayant de récupérer l'argent qu'elle avait emprunté à Antoine pour garder la lumière allumée. Elle s'épuisait, rentrant avec les pieds enflés et un sourire désespéré, plein d'espoir, que je ne pouvais me résoudre à lui rendre. Je ne l'attendais pas à la maison. J'attendais une dépanneuse. J'étais près de la fenêtre, regardant la rue en contrebas. À 10h15, un plateau rouillé a grondé et s'est arrêté devant l'immeuble. Le conducteur, un type avec de la graisse sous les ongles et une cigarette au coin des lèvres, a sauté. Je me suis dirigé vers l'escalier. Ça a pris 5 minutes de concentration angoissante, de sueur perlante à ma lisière de cheveux, mais j'ai refusé de demander de l'aide. Dehors, l'air était vif, portant l'odeur d'un hiver imminent. Mon Ford F-150, ou ce qu'il en restait, était garé sur le trottoir où la fourrière l'avait déposé une semaine auparavant. L'avant était un accordéon d'acier. Le pare-brise avait disparu. La porte côté conducteur, celle d'où je m'étais penché pour embrasser Sophie 1000 fois, était arrachée. « Perte totale, mon pote », a dit le conducteur, donnant un coup de pipe dans un pneu. « Le châssis est tordu. Le bloc moteur est fissuré. »« Je sais, » j'ai dit, m'appuyant lourdement sur ma canne. « Ça vaut combien? » Il a haussé les épaules. « Les prix de la ferraille sont en baisse. Les pièces, peut-être que la transmission est récupérable. L'essieu arrière a l'air bien. Je peux vous donner 800. 800 €. Ce pick-up représentait 50 heures supplémentaires. C'était le véhicule qui nous avait déménagé dans cet appartement. C'était le pick-up que nous avions conduit dans les Alpes pour notre lune de miel, parce que nous ne pouvions pas nous permettre un vol. C'était mon indépendance, ma capacité à subvenir aux besoins. « Fais-le à 1000, » j'ai dit. Il a regardé ma jambe, la botte, la canne. Il a vu un homme qui n'avait aucun levier, aucun travail et aucune option. « 900, a-t-il contre-attaqué. Paiement en espèces. J'ai signé le titre de propriété sur le capot de son pick-up. Le stylo tremblait dans ma main, non pas de faiblesse, mais de la finalité de l'acte. Tandis qu'il comptait 9 billets de 100 € neufs dans ma paume, j'ai ressenti une étrange légèreté. Ce n'était pas du soulagement, c'était l'abandon d'un poids. Je ne vendais pas seulement un pick-up, je liquidais le dernier atout de Pierre Duval, le pourvoyeur. Je l'ai regardé treuiller la carcasse de mon pick-up sur le plateau. Le métal a crissé contre le métal, un bruit de grincement plaintif qui a résonné dans le pâté de maison. Puis il est parti, laissant une tache d'huile sur l'asphalte qui ressemblait à une ombre. Je me suis retourné et j'ai commencé la lente remontée des escaliers. À l'intérieur, je ne me suis pas assis. Je suis allé au petit bureau dans le coin où nous gardions nos papiers importants. J'ai sorti la facture de carte de crédit conjointe. Le solde était de 850 €,
principalement des courses et des charges du mois dernier. Je me suis connecté à l'application bancaire sur mon téléphone et j'ai déposé l'argent au terminal du petit magasin du coin. Puis j'ai payé la facture en totalité. Solde, 0 €. J'ai fixé l'écran. On était à égalité. Je ne lui devais rien pour les courses. Je ne lui devais rien pour le loyer. Et elle ne me devait rien pour les années que j'avais passées à me casser le dos pour la rendre heureuse. Je suis allé à la chambre. Je n'ai pas pris la grande valise. Sophie aurait remarqué si le gros bagage était parti. J'ai pris un sac de sport dans le placard, mon vieux sac de gym. J'ai défait mes affaires systématiquement. 3 jeans, des chemises de travail, des sous-vêtements, mes affaires de toilette. J'ai laissé la montre qu'elle m'avait offerte pour notre 5e anniversaire sur la commode. J'ai laissé l'album photo de notre mariage. J'ai laissé la photo encadrée de nous à la confluence. J'ai ramassé mon alliance sur la table de chevet. C'était une simple bande d'argent, rayée par des années de travail en entrepôt. Je l'ai tenue longtemps, sentant le métal froid se réchauffer dans ma paume. Je n'ai pas laissé de mots. Les mots, c'était pour les gens qui s'attendaient à être retrouvés. Les mots, c'était pour les gens qui voulaient le dernier mot. J'ai fermé la fermeture éclair du sac. Il était léger. 7 ans de mariage et tout ce que je possédais réellement tenait dans un sac de gym, et il restait 50 € sur le compte courant. J'ai marché jusqu'à la porte, ma canne cliquetant sur le sol. J'ai jeté un dernier regard à l'appartement. Il était propre. Il était calme. Il était rempli des fantômes d'un couple qui était mort un mardi soir pluvieux. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir. Je ne l'ai pas verrouillé derrière moi. Je ne protégeais plus rien à l'intérieur. Le couloir sentait le vieux tapis et quelqu'un qui cuisinait des oignons au 3e étage. L'odeur d'une vie que j'avais connue pendant 7 ans. Je n'ai pas regardé l'appartement 2B. Je n'ai pas écouté les bruits de fantômes d'une télévision ou le ronronnement du réfrigérateur. Je me suis juste concentré sur le rythme de ma sortie. Clic, traîne, pas. La cage d'escalier était un défi. Descendre était plus difficile que monter. La gravité tirait sur la lourde botte de marche, menaçant de me faire tomber à chaque pas. J'ai agrippé la rampe, mes phalanges blanches, transpirant dans l'air frais du vestibule. Quand j'ai atteint le rez-de-chaussée, je me suis arrêté devant la rangée de boîtes aux lettres en laiton. Elles étaient en ternis, les étiquettes avec les noms recroquevillés sur les bords. Duval y était écrit de la belle écriture bouclée de Sophie. J'ai fouillé ma poche et j'ai sorti la clé. Ce n'était qu'un morceau de métal dentelé, froid et insignifiant. Elle ouvrait une porte sur une pièce où je n'appartenais plus. Elle ouvrait une vie qui avait été payée par la culpabilité d'un autre homme et ma propre cécité. Je ne l'ai pas jetée. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai simplement glissée à travers la fente fine de notre boîte aux lettres. Elle a atterri avec un léger tintement métallique à l'intérieur, rejoignant les factures et les courriers indésirables que je n'ouvrirai plus jamais. J'ai poussé la lourde porte d'entrée et je suis sorti sur le trottoir de Lyon. Le vent m'a frappé en premier, une rafale venant du Rhône qui a transpercé ma veste. C'était la fin de l'après-midi. Le ciel était d'un violet contusionné au-dessus de l'horizon. Les gens se précipitaient, les navetteurs la tête baissée, des adolescents qui riaient, une femme poussant d'une poussette. Le monde bougeait à un rythme effréné et je restais immobile, ancré par une botte en plastique et un sac de sport qui contenait tout ce qui me restait. J'ai vérifié mon téléphone. 16h15. Le service de Sophie se terminait à 16h01. Elle devait être dans le bus maintenant. Elle devait être fatiguée, ses pieds douloureux, répétant le sourire qu'elle porterait en passant de la porte pour trouver un appartement vide et une bague sur la table de nuit. Mon téléphone a vibré dans ma main. Sophie. J'ai fixé l'écran. Le nom clignotait, exigeant de l'attention. Elle avait dû finir plus tôt. Elle devait être à la maison. Elle devait avoir vu la bague. Mon pouce a plané au-dessus du bouton « Refuser ». Je pouvais répondre. Je pouvais expliquer. Je pouvais lui dire que je lui pardonnais l'acte, mais que je ne pouvais pas survivre au souvenir.
Je pouvais lui dire que les hommes bons se brisaient aussi, mais les explications n'étaient que des mots, et nous en avions trop utilisé. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il passe à la messagerie vocale. Puis j'ai éteint le téléphone. L'écran est devenu noir, reflétant mon propre visage, émacié, mal rasé, plus vieux que 35 ans. J'ai ajusté la sangle du sac de sport sur mon épaule et j'ai commencé à marcher vers l'arrêt de bus de l'avenue des Frères Lumière. Chaque pas envoyait une douleur sourde le long de mon tibia, un rappel du crash. Le docteur avait dit que l'os se consoliderait avec le temps. Il avait dit que la claudication s'estomperait probablement, bien que la douleur puisse se réveiller quand il pleuvait. Il avait dit que j'avais de la chance de pouvoir marcher. J'ai atteint l'arrêt de bus juste au moment où le numéro 49 s'arrêtait, ses freins sifflant un soupir fatigué. Les portes se sont ouvertes. « Vous montez, mon vieux ?» a demandé le chauffeur, jetant un œil à ma canne. J'ai regardé en arrière, dans la rue, vers le bâtiment en briques qui n'était plus ma maison. J'ai pensé au dîner de steak acheté avec l'argent d'Antoine. J'ai pensé au message où elle m'avait choisi. J'ai pensé au silence dans la voiture, aux membres fantômes d'un mariage qui avait été amputé bien avant l'accident. J'ai réalisé alors que Sophie n'était pas la méchante. Elle était juste une femme qui se noyait. Et dans sa panique pour atteindre la surface, il s'était hissé sur moi pour respirer. Oui, j'ai dit, agrippant la main courante et me hissant sur les marches. Je monte. J'ai payé le prix, un des rares euros qu'il me restait, et j'ai pris un siège à l'arrière. Le bus a démarré, se fondant dans le flot de la circulation. J'ai regardé la ville défiler à travers la vitre crasseuse, les déventures, les lampadaires, le quadrillage sans fin de la vie que je laissais derrière moi. Je ne savais pas où j'allais. Peut-être sur le canapé de Julien. Peut-être dans un motel bon marché près de l'aéroport. Peut-être juste loin. J'ai posé ma main sur ma mauvaise jambe, sentant la coque en plastique dur de la botte. Elle protégeait la fracture, la maintenait rigide pour qu'elle puisse guérir droite. Si je l'enlevais trop tôt, l'os se ressouderait mal. Il serait tordu en permanence. Le mariage, c'était de la même chose, je suppose. On avait essayé de marcher dessus avant que ce soit consolidé. On avait essayé de faire peser un poids sur une confiance brisée, espérant que la pression la maintiendrait, mais tout ce que nous avons fait, c'est moudre les morceaux brisés les uns contre les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière. Le bus a tourné un coin, et le soleil a finalement plongé sous l'horizon, laissant la rue dans le crépuscule. Je n'étais pas heureux, je n'étais pas soulagé. J'étais juste vide. Mais dans ce vide, il y avait de l'espace. Un espace pour guérir. Un espace pour reconstruire brique par brique, euro par euro, sans le poids d'une dette que je ne pouvais pas payer. J'ai regardé l'endroit vide sur mon annulaire. La peau y était plus pâle, une indentation où l'or se trouvait autrefois. Elle bronzerait un jour. La marque s'estomperait. Certaines choses se brisent et guérissent plus fortes. Mais est-ce que ça suffisait? Je n'en avais aucune idée. Peut-être qu'il y avait une partie de moi qui attendrait toujours de savoir si j'avais laissé passer la seule personne qui, malgré tout, avait essayé de revenir. Le bus a continué sa route, emportant avec lui un silence pesant et la promesse incertaine d'un nouveau départ, ou peut-être juste d'une autre forme d'oubli.